Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous aux informations, les titres. Depuis quelques jours, deux tendances s'affrontent pour le poste de la vice-présidence du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Si la première tendance se démarque pour l'ancien ministre Oumarou Diarra, l'autre dans le combat pour Boubacarou Karamoko Traoré. Plus de détails dans cette édition. Pour combler le manque des produits frais sur le marché de Ménaka provoqué par le blocus des maraîchers de Ménaka font leur mieux pour ravitailler la ville. Dans cette noble mission, ils sont confrontés à d'énormes difficultés. Vous en saurez plus dans ce journal. Interpellé par le commissariat de police de Sotiba, l'artiste Adjiwana et 10 de ses camarades sont placés sous mandat de dépôt par le tribunal de la commune 1. Le chef d'accusation qui pèse contre lui et ses camarades est la détention et consommation de stupéfiants. Les détails dans un instant. Bienvenue à tous aux informations. Une crise s'installe au sein du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Les partisans du Premier ministre de la Transition se déchirent pour le poste de la vice-présidence du mouvement. Deux tendances se dégagent, l'une pour l'ancien ministre Oumarou Diarra et l'autre pour Boubacar Karamoko Traoré. La tendance Oumarou Diarra, apparemment majoritaire, a tenu une réunion extraordinaire ce lundi 26 février sur la situation et confirme leur décision de destituer Boubacar Karamoko Traoré du poste de vice-président. Le point avec Gabriel Keïta et Zakaria Oumar Keïta. Une fois de plus, nous assistons à une division au sein du M5 RFP, cette fois-ci pour le poste de la vice-présidence du mouvement. En réunion extraordinaire ce lundi sur la situation actuelle qui prévaut au sein du M5 RFP, les membres du comité stratégique Tendance Oumarou Diarra ont décidé. Ce 26 février 2024, sous la présidence du vice-président par intérim Imam Oumarou Diarra, destituer l'ancien vice-président Bouba Karamoko Traoré par incompétence notoire et à la demande expresse de son entité, et d'autre part valider le bureau des jeunes dirigé par Ibrahim Traoré dit Jack Boer. Conscient de ses responsabilités pour la réussite de la transition en cours et déterminé à continuer à y apporter toute sa part, réaffirme son ferme engagement à œuvrer pour la réalisation pleine et entière des idéaux du M5 RFP. Profitant de cette occasion, les membres du comité stratégique du M5 RFP, Tendance Oumarou Diarra, invitent le président du comité stratégique du M5 RFP, Dr Shogel Kokala Maïga, à s'y impliquer pour une sortie de crise. Demande au président Shogel Kokala Maïga, président du comité stratégique, à sortir sans délai, je dis sans délai, de son mutisme et à rassurer face aux graves accusations de manipulation qui pèsent sur lui et sur sa responsabilité éminente dans la situation actuelle. Inscrit toutes ces actions dans la réussite de la transition et la consolidation des acquis. Invite en conséquence toutes les Maliennes et tous les Maliens des villes et des campagnes de l'intérieur et de la diaspora à rester mobilisés pour un Mali debout, uni, sécurisé et prospère. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, animera ce jeudi une conférence de presse pour édifier les hommes de médias sur les questions d'actualité. En attendant la réaction du président du comité stratégique, la situation reste tendue au sein du M5 RFP et chaque parti se croit légitimement. L'ONG SIF Mali Secours Islamique France a tenu ce mardi dans un hôtel de la place l'atelier de clôture du projet en Qatar, les maîtres coraniques en mouvement vers l'inclusion des enfants et jeunes talibés dans la société malienne. Il s'agissait à travers le projet mis en œuvre dans certaines régions du pays de contribuer à une meilleure inclusion des jeunes et des enfants talibés dans les stratégies de développement. Le compte-rendu est signé Bakary M. Sidibé.
La problématique talibé, particulièrement l'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif au Mali, est un vaste chantier qui mérite d'être suivi et accompagné. C'est ainsi que l'ONC SIF Mali, à travers le projet Ankata, les maîtres coraniques en mouvement vers l'inclusion des enfants et jeunes talibés dans la société, a engagé un certain nombre d'actions pour favoriser la protection et la bientraitance des enfants talibés. Le projet a aussi contribué à soutenir les efforts nationaux par la sensibilisation des maîtres coraniques et leurs organisations, les communautés environnantes des 30 écoles coraniques partenaires. Dans une perspective de large sensibilisation de toute école coranique du Mali pour adhésion massive à l'intégration, le projet a accompagné les OMEC et les ministères de l'Éducation nationale dans l'élaboration d'une stratégie de communication. Le projet portait sur 3 domaines, à savoir l'éducation, la société civile et les droits des enfants. Financé par l'Union européenne, il s'inscrit dans le programme décennal de développement de l'éducation Product 2 qui prévoit l'amélioration de la scolarisation à travers les écoles coraniques rénovées. Il est primordial que les maîtres coraniques se sentent directement concernés par ces perspectives et donc participent pleinement à ce travail. Le projet a contribué à soutenir les efforts du ministère de l'Éducation nationale dans le processus d'intégration à travers des appuis matériels et techniques. Le ministère de l'Éducation nationale rassure l'assistance de sa satisfaction de la manière dont le projet Ankata de SIF a été mis en œuvre. Le premier point de satisfaction concerne le bon rapport de collaboration entre les 2 structures. À noter que ce projet Ankata de SIF Mali a touché environ 30 écoles coraniques dans les régions de Ségou, Mopti et le district de Bamako. L'assistance a eu droit aussi à la projection d'une vidéo des différentes réalisations du projet. Maison de la presse, Bandjougou Danté réélu pour 3 ans. La Maison de la presse a tenu ce mardi 27 février 2024 sa 12e assemblée générale élective. La cérémonie d'ouverture des travaux a été l'occasion pour les dirigeants de la fêtière de la presse de faire le bilan des réalisations et de mettre en lumière les défis. La cérémonie a vu la présence du ministre de la Communication, de la Haute Autorité de la Communication et de la presse publique et privée. Le compte-rendu est signé à Sitan Diallo, Zakaria Oumar Keita. Après 3 ans d'activité, un bilan détaillé des réalisations a été dressé par le président de la Maison de la Presse. Un bilan qui met également en avant les défis toujours importants pour la fêtière de la presse. Notre mandat, nous l'avions placé sous les signes de la refondation de la presse malienne. Le comité de pilotage de la Maison de la Presse, mis en place en janvier 2021, s'était fixé 11 objectifs. La rénovation de la Maison de la Presse du Mali est réalisée. On avait dit d'assurer la promotion des femmes dans les médias. Une place importante est accordée aux questions genre. Malgré ces succès, de nombreuses difficultés existent. La situation du personnel, l'absence de manuel de procédure. Il faut évoquer aussi la lenteur dans l'adoption des projets de texte. Nous souhaitons vraiment plein succès aux travaux de cette Assemblée générale élective. Le ministère de la Communication, à travers son chef de cabinet, a réitéré son accompagnement à la Maison de la Presse et félicité les prouesses réalisées. J'aimerais vous assurer de notre solidarité avec toute la corporation. À la Maison de la Presse et à vous tous, j'aimerais adresser mes sincères félicitations pour avoir maintenu l'activité malgré les difficultés et contribué par votre résilience et votre professionnalisme à fournir aux citoyens durement affectés l'information, la bonne information, à leur offrir des espaces d'échange et d'expression. Soyez assurés, chers adhérents, que le département et les plus hautes autorités restent mobilisés pour trouver des solutions appropriées afin de refonder ce Mali courant, porté au firmament par des professionnels de l'information rompus à la tâche. Après cette cérémonie d'ouverture,
Les différents délégués et la fêtière se sont réunis pour débuter les travaux de cette Assemblée générale élective qui a vu la réélection du président sortant, Bandjougou Dante. Pris en flagrant délit avec des stupéfiants dans un appartement en compagnie de ses 10 amis, dont 2 filles, l'artiste rappeur Makan Danyoko, plus connu sous le nom d'Adjiwan Santiago, et ses camarades ont été placés sous mandat de dépôt par le tribunal de la commune 1 de Bamako. C'était ce lundi 26 février 2024. Alamako Djebati nous en parle. Le 23 février 2024, le commissariat de police de Sotuba, dirigé par le commissaire divisionnaire Draman Traoré, a arrêté l'artiste Makan Danyoko, plus connu sous le nom d'Adjiwan Santiago, et d'autres compagnons, dont des artistes, dans un appartement loué. Aussi, apprend-on, cet appartement est utilisé par l'enfant de Caille pour ses répétitions et enregistrements. Les agents ont surpris Adjiwan et ses compagnons en train de consommer des produits stupéfiants. Une importante quantité de drogue appelée caillou a été saisie par les éléments du commissariat de Sotuba, bien que certains aient réussi à se débarrasser de leur dose avant l'intervention des forces de l'ordre. Présenté au procureur du tribunal de grande instance de la commune 1, l'artiste et ses compagnons ont été placés sous mandat de dépôt pour détention et consommation de stupéfiants. L'association Sigidia de Djelibougou en commune 1 du district de Bamako, avec le soutien de Lions Club citoyen Bamako Sokala, a organisé le samedi 24 février 2024 une journée de salubrité. Elle a pour objectif d'améliorer non seulement le cadre de vie, mais également la santé de la population de Djelibougou et environ. Awa Sanogo, Ibrahim Dao, compte rendu. Cette journée de salubrité a mobilisé en plus des membres de l'association Sigidja, des personnes de bonne volonté. Selon les responsables de l'association, cette initiative vise à rendre propre le quartier de Djelibougou et prévenir certaines maladies. La santé dépend effectivement de l'assainissement, de la salubrité, de l'environnement. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui sont liées à la saleté, à l'impureté. Donc nous voulons combattre cette saleté et nous voulons rendre à chacun une santé excellente. Donc les femmes de Djelibougou, dans l'association de Sigidia, nous avons mené cette activité et que nous comptons perpétuer avec l'aide de toutes les bonnes volontés et l'aide de Dieu. Cette initiative citoyenne a été saluée par les partenaires. Ils ont profité de l'occasion pour réitérer leur engagement à soutenir l'association Sigidja dans ses initiatives. Nous sommes du Lions Club et le Lions Club, c'est une association d'aide. Notre devise, c'est « Nous servons ». Alors chaque fois que les populations ont besoin d'aide, nous nous associons à eux et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là à Djelibougou pour apporter notre aide aux populations. Je voudrais quand même remercier les femmes parce que c'est elles qui ont eu cette initiative et les encourager à continuer et les remercier de nous avoir donné l'occasion à nous aussi, Lions Club, de venir participer, contribuer à cette œuvre salutaire. Et comme on le dit, la santé n'est pas qu'une absence de maladie. La santé, c'est un bien-être global. Et tout ce qui contribue à la santé est important pour nous. Et aujourd'hui, nous savons qu'en Afrique, et particulièrement au Mali, nous avons des problèmes de santé qui tirent leur source d'un problème d'environnement. Et voilà l'une des raisons pour lesquelles les Lions s'intéressent beaucoup plus à l'environnement et à d'autres domaines. Après Djelibougou, l'association Sigidja entend mener la même activité dans d'autres quartiers du district de Bamako afin de promouvoir la salubrité et la santé publique. Le centre de santé communautaire du village de Wabaria, dans la commune de Gounzourei, a été attaqué le lundi 26 février 2024 dans la soirée par des hommes armés non identifiés, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Les agents qui étaient de garde ont été relâchés après avoir reçu des menaces et des mises en garde. Cette situation inquiète beaucoup la population qui sollicite la sécurisation du centre de santé. Depuis le 10 janvier 2024, les axes menant à la ville de Ménaka sont bloqués.
qu'il s'agisse du tronçon Ménaka-Niger en passant par Anderboukan, Ménaka-Ansongo ou Ménaka-Algérie via Kidal. Tout est fermé par des hommes armés, entraînant la flambée des prix des denrées alimentaires dans la ville. Face à cette situation, les maraîchers de Ménaka font tout pour ravitailler la ville en produits maraîchers. Cette noble mission n'est pas sans difficulté. C'est ce que nous dit notre correspondant depuis Ménaka à travers ce reportage suivant. Le maraîchage est une activité secondaire de la population de Ménaka qui s'adonne exclusivement à l'élevage. La majorité des légumes vendus sur les marchés viennent soit du Niger, des Gao ou de l'Algérie. Avec l'embargo imposé sur la ville par des hommes armés, ce sont les maraîchers de Ménaka qui tentent tant bien que mal d'alimenter les marchés de la ville. Vois-tu la situation dans laquelle nous travaillons? Malgré les manques d'eau, nous essayons de ravitailler les marchés de Ménaka en légumes pour atténuer la souffrance de la population. La salade, la tomate, l'aubergine, le poivron, la betterave, etc. sont disponibles sur les marchés, même si les quantités sont loin de satisfaire la demande. Dans cette noble mission de ravitaillement du marché de Ménaka à des légumes frais, les maraîchers sont confrontés à des difficultés. Le premier problème d'ailleurs c'est l'eau, parce que pour qui regarde notre mare là aujourd'hui, les terres carrément vides, ça c'est un problème. Et il y a le problème aussi de la protection, parce que tout ce que j'ai ici là, je quitte ici à 18h. Il faut carrément que la nuit rentre pour que je quitte, sinon les animaux vont casser ces branches là et puis me détruire tout ce que je suis en train de faire. Autre difficulté mentionnée par Assalim, c'est le ciblage dans l'encadrement et appui des maraîchers. Le deuxième problème, c'est le ciblage. Le ciblage, vraiment en ce qui concerne les maraîchers, c'est très mal fait. Souvent, on cible quelqu'un qui n'est même pas du bord maraîcher. Et troisièmement, le plus grand problème, on a encore un problème de technicité. Parce qu'on n'a pas les techniques, on n'a pas de formation, on n'a pas de suivi. Tout ça là, c'est fait à volonté et en tâtonnage. Malgré les problèmes d'accès à l'eau pour mener à bien leurs activités, les maraîchers de Ménaka sont toujours sur la brèche pour soulager les pauvres populations déjà meurtries par d'autres manques. Selon toujours nos confrères du studio Tamani, des camions sous escorte militaire sont arrivés ce lundi 26 février dans la ville de Ménaka. Il s'agit de 13 camions, dont 4 qui appartiendraient à des transporteurs et les autres aux humanitaires. Les produits transportés par ces convois seraient des articles de commerce, notamment de la farine, des pâtes alimentaires, des biscuits, du lait, entre autres. Les céréales sont déchargées dans le grand magasin de l'Opama. Au même moment, un grand monde s'affaire autour des camions transportant les articles. La 18e édition du festival commémoratif de Djenna qui célèbre la bataille du 24 février 1891 a eu lieu le samedi 24 février 2024. Cet événement historique marque la résistance des chasseurs de Djenna contre les envahisseurs français. Il a mobilisé les 5 villages de la commune de Djenna et d'ailleurs pour faire connaître l'histoire de ce village de la région du Ségou, mais aussi la riche culture qui s'y trouve. Lolo Madibaté, de retour de Djenna, nous en parle. Ce festival offre l'occasion aux habitants de Djenna de se remémoriser de l'histoire de leur village et de commémorer le courage et le sacrifice des chasseurs de Djenna. Ce festival va permettre de transmettre aux générations futures le souvenir de la bataille de 1891 et de valoriser l'identité culturelle du village de Djenna. Pour nous, c'est un devoir de mémoire, c'est un devoir de souvenir, c'est un devoir de mémoire, de reconnaissance pour le passé glorieux de notre peuple. Au cours du festival, de nombreuses activités sont organisées pour divertir et informer les participants. Des expositions historiques mettent en lumière les événements de la bataille de 1891 et les héros locaux. Des visites guidées permettant aux participants d'en apprendre davantage sur l'histoire de Djenna et sur les enjeux actuels ont été des temps forts de ce festival. Je pense que vous avez visité le grand vestibule. Dans ce vestibule, combien de vieux se sont entassés avec leurs armes pour se faire sauter? Vous avez vu la silhouette de cette brave dame
qui, malgré qu'il a perdu son enfant, n'a pas cessé de faire armer son mari, c'est le guerrier. C'est ça notre histoire. Il est temps que la jeune génération s'inspire de ce passé glorieux de notre peuple. Les autorités administratives de la commune de Djena ont salué l'initiative qui, selon elles, met en valeur l'histoire de Djena. La résistance à cette pénétration coloniale française a occasionné la mort des milliers de nos braves hommes et femmes. Malgré les coups de canon, les fusils d'assaut, les vaillants guerriers de Djena ont refusé de se rendre et ont préféré la mort qu'à la honte. Cette 18e édition du festival commémoratif de Djena constitue un événement important pour la commune, permettant de transmettre aux générations futures le souvenir de la bataille de 1891 et de valoriser l'identité culturelle de Djena. On ne peut pas rattraper le temps, mais on peut arrêter de perdre son temps. Proverbe africain. Excellente soirée en notre compagnie. À bientôt.